Bonjour tout le monde. On commence par les présentations rapidement. Là, c'est le Centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance qui est sous tutelle du ministère de la Santé, pour ceux qui connaissent pas. Alors, notre centre est un centre qui est chargé de toutes les questions relatives à la pharmacovigilance. Cette formation, elle a été organisée. Est-ce que vous m'entendez? Répondez dans le chat si c'est OK. Oui, très bien. Parfait. Allez-y, professeur Euh, Ghorab, allez-y, continue, continue. oui, oui. Alors, cette formation a été monitorée et organisée par le ministère de la Santé, la direction de la formation dans le cadre de la formation continue du personnel de la santé. Il y aura plusieurs thématiques et la pharmacovigilance est l'une des thématiques qui a été retenue et organisée. Alors, on est en charge, je disais, de la gestion de tout ce qui est notion de déclaration relative aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Alors, oui, tout juste un point d'ordre, s'il vous plaît. Essayez d'éteindre vos micros, comme ça, il ne va pas y avoir d'interférence. On commence par éteindre les micros et après, pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main et on va vous donner la main, justement. Alors, un programme a été arrêté pour cette Professeur formation Ghorab, continue. professeur نعم Ghorab, تفضل hein, تفضل Fia monsieur Fiala. Abdelkader, hein, Oui, Mali, je oui, vais oui, dire monsieur un Fiala. mot et on vous laissera Très continuer. bien. Donc, Parfait. أول حاجة نقول لكم السلام عليكم، صحة فطوركم. معكم monsieur Fia Abdelkader, sous-directeur de la formation continue au ministère de la Santé. Donc, أولا نرحبوا بكم. Je tiens à remercier les participants d'avoir accepté notre invitation. Et aussi un grand merci au professeur Ghorab ainsi que son équipe d'animateurs qui ont accepté d'animer cette session de formation. Donc cette formation rentre dans le cadre qui m'a dit professeur Ghorab, dans le cadre du projet OMS pour atteindre le niveau de maturité numéro 3 de notre système national de réglementation des produits de santé. Donc il y a tout un programme de formation, une dizaine de formations qui sont programmées. Hadin ne sera pas la première, donc il y aura d'autres formations, Inch'Allah. Et sans plus tarder, je vous passe la parole, Madame Professeur Ghorab, pour continuer la présentation. Merci. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Fiala. Je vous en prie. Euh, ça a été bien étayé par Monsieur Fiala. Alors, ce que vous allez voir tout juste, je vais pas tarder. Vous allez voir les généralités relatives à la pharmacovigilance et à la matériovigilance. Ça va vous initier et n'hésitez pas à poser vos questions. Et il faut savoir aussi qu'on est Recording in ouvert aux progress. informations. Le micro n'est pas en place. Si, le micro, il est en place. Vous m'entendez? Ils veulent voir l'image, il me semble. Vous voulez voir l'image? Il n'y a pas de souci. Vous voyez. Ils disent qu'on voit rien. Ah oui, oui, pas encore. On n'a pas encore partagé les écrans. Oui, oui, on n'a pas encore partagé les écrans. Enfin, l'écran par rapport à la formation. On est dans la partie introductive. Voilà. Donc, relativement à cette formation, vous allez voir les parties introductives et le descriptif du système de pharmacovigilance, comment on reçoit les déclarations, comment vous allez déclarer, la déclaration de pharmacovigilance, comment elle est faite, quelles sont les informations importantes, mais aussi, vous allez aussi avoir une petite introduction relative à la matériovigilance qui, elle, va s'atteler aux dispositifs médicaux et à la vaccinovigilance également. De ce fait, vous allez avoir une idée sur le processus. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, vous serez encadré par une équipe technique très performante pour ma part. Je ne leur jette pas de fleurs, mais sachez que ils sont toujours là pour répondre à vos questions, même après la formation, n'hésitez pas. On va vous présenter les moyens du centre pour faire parvenir vos déclarations et on espère vous retrouver parmi nous au niveau des bilans pour juste
justement promouvoir l'activité de pharmacovigilance. Sans plus tarder, je laisse l'équipe et l'activité de la formation se dérouler. Merci beaucoup et je reviens vers vous à la fin. Merci, Dr. Rora. Je me présente, je suis Dr Bendaoud Imen, je suis maître assistante en pharmacologie et je travaille au service de l'information médicale. Donc aujourd'hui, d'abord, je remercie tout le monde d'être présent. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la pharmacovigilance. Nous avons besoin de vous pour qu'on puisse travailler. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite la bienvenue. Alors, en fait, cette formation est une initiation à la pharmacovigilance et à la matériovigilance. On aimerait de cette formation juste vous sensibiliser à la pharmacovigilance en Algérie et faire connaître le Centre national de pharmacovigilance, le CNPM, et les missions du CNPM. Donc, en fait, pourquoi? Pourquoi nous tenons à ces formations-là et nous tenons à sensibiliser à la pharmacovigilance? Il faut savoir que l'Algérie est en évaluation par l'OMS du système de réglementation sanitaire. Et vous savez que dans n'importe quel système de réglementation sanitaire, la pharmacovigilance est un pilier. Parce que grâce à la pharmacovigilance, nous allons, quand je parle pharmacovigilance, ça veut dire aussi pharmacovigilance, matériovigilance. En fait, c'est toutes les vigilances. Hein. Ça permet de sécuriser l'emploi des médicaments, des dispositifs, tout ce qui est attrait à la vie humaine. Donc, si la pharmacovigilance est défaillante, le système sanitaire forcément va être défaillant. Et un des objectifs de l'évaluation, c'est que tous les professionnels de la santé doivent connaître la pharmacovigilance, doivent connaître le CNP et doivent connaître aussi comment déclarer. Donc, dans un premier temps, on va vous sensibiliser. Donc, cette formation est surtout pour la sensibilité, vous connaître le CNPM. Mais si vous voulez plus de détails, plus sur la pharmacovigilance, sur la matériau, etc., n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos suggestions sur la boîte email du CNPM ou bien via le ministère de la Santé. Nous sommes là pour vous. Alors, pour cette formation, on va commencer d'abord par une introduction à la pharmacovigilance. Ensuite, on passera à la pharmacovigilance, la déclaration de la pharmacovigilance. Ensuite, la matériovigilance. Donc, la présentation de la fiche de déclaration de pharmacovigilance se fera par Dr Benarab Imen, pharmacologue au CNPM. Une formation sur la matériovigilance présentée par Dr Hidouche Kenza, pharmacologue aussi au niveau du CNPM, et une présentation sur la vaccinovigilance présentée par Dr Yala Friel, aussi pharmacologue au niveau du CNPM. Donc, on va partager l'écran et s'il vous plaît, dites-moi ce que vous recevez. Est-ce que l'écran a été partagé et vous avez... On va mettre en plein écran. C'est bon? Alors, en fait, vous savez que la pharmacovigilance, en fait, elle n'a pas vraiment commencé par la tragédie du thalidomide. En fait, le médicament a toujours existé dans l'histoire de l'être humain. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la synthèse, le boom de l'industrie et de l'industrie pharmaceutique et l'utilisation, l'engouement autour de
l'utilisation et la notion de médicament. Il y a toujours eu des petits problèmes. On a toujours su que l'utilisation d'une substance exogène au corps forcément apportait son mal. Mais avec l'avènement, l'engouement autour de l'industrie pharmaceutique après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, on a occulté la partie effet indésirable. Et là survient la tragédie de la thalidomide. Pourquoi c'est tragique? En fait, ça a touché la vie humaine directement. La thalidomide, en fait, c'était un médicament, un sédatif, qui paraissait très sécure et qui a été utilisé pour les femmes enceintes, juste pour les nausées du premier trimestre. C'est très important de parler du premier trimestre parce que vous savez que le premier trimestre est la phase qui est la plus à risque de tératogénicité. Il a été utilisé à très grande échelle entre les années 50 et 60, et malheureusement à la naissance, des milliers d'enfants, de nouveau-nés souffraient de malformations, et des malformations très, très importantes, dont l'amélie, qui est tout simplement l'absence totale de membres, ou bien la phocomélie, qui est une malformation des membres, mais pas seulement, hein. Ils ont eu des malformations cardiaques, génitales, auditives, etc. Et là, il y a eu un frein. On a compris que c'était très dangereux d'utiliser les médicaments. Et euh, euh, il fallait faire un blocus à l'utilisation non sécure des médicaments. Et là, en 63, les pays commencent à être beaucoup plus vigilants. Et en 63, le Royaume-Uni a émis une fiche Yellow Card Chem. En fait, si vous voyez aujourd'hui la fiche de déclaration des médicaments, donc en pharmacovigilance, elle est jaune. Et ben tout simplement parce que la toute première carte était jaune et l'OMS a voulu garder ce code couleur. En 71, donc l'OMS crée un programme international pour la pharmacovigilance. Et pourquoi? C'est que après la tragédie du thalidomide, chaque pays travaillait seul. Donc l'OMS a voulu au contraire centraliser, ramasser toutes les informations sur les effets indésirables. Et en 78, l'OMS a installé le centre collaborateur à l'Uppsala. Et c'est le Uppsala Monitoring Center. Et il faut savoir que l'Algérie fait partie du système de pharmacovigilance avec auprès de 169 pays. La pharmacovigilance, donc l'OMS définit la pharmacovigilance comme la science et les activités liées à la détection, à l'évaluation, à la compréhension, à la prévention des effets indésirables, tout autre problème éventuel lié aux médicaments. Donc, on a le médicament et on a tout ce qui va autour de lui, de la détection jusqu'à la prévention. Je le détecte, je l'analyse, je l'évalue et je vais émettre des recommandations pour prévenir. C'est ça l'objectif finalement de la pharmacovigilance. C'est de prévenir les effets indésirables et limiter leur apparition. Mais si on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire finalement la définition exacte de l'effet indésirable, c'est tout simplement une réaction nocive qui n'est pas bonne, non intentionnelle, c'est-à-dire que le médicament a été pris pour un but bénéfique et malheureusement, on a un effet non bénéfique, survenant à des doses normalement utilisées, à une posologie tout à fait normale, on n'est pas dans les doses toxiques, chez l'homme, soit pour la prophylaxie, et là on peut parler aussi des vaccins, c'est pour ça que les vaccins font partie de la pharmacovigilance, le diagnostic, je peux parler un exemple des médicaments de contraste qui sont utilisés par exemple pour le scanner, etc., ou à titre thérapeutique, ou le traitement d'une maladie ou une modification d'une fonction physiologique. Alors, si on est au début de l'apparition de la pharmacovigilance, on parlait surtout de détection de nouveaux effets indésirables. Aujourd'hui, le spectre d'action de la pharmacovigilance s'est vraiment élargi. Alors, la pharmacovigilance, c'est surtout détection des effets indésirables et aussi événements indésirables. Ensuite, vous allez voir la différence entre effets indésirables des médicaments. Alors, ces effets indésirables peuvent être nouveaux, oui, qui n'ont pas été détectés lors des essais cliniques, mais aussi même les effets
indésirable connu. Même s'il y a un effet indésirable qui est connu, qui est bien décrit sur la notice, il faut savoir que on peut les déclarer et ils font partie de la pharmacovigilance. Pourquoi? Parce qu'on doit connaître sa fréquence. Si un effet indésirable est connu, mais il devient fréquent, là, il y aura forcément des recommandations. Les erreurs médicamenteuses. Les erreurs médicamenteuses, en fait, c'est toute mauvaise utilisation des médicaments. Une erreur d'administration. La personne s'est trompée. Une erreur de prescription, une erreur de dispensation. Quand il y a, par exemple, le pharmacien a mal lu l'ordonnance, vous pouvez déclarer. Ça fait partie de la pharmacovigilance. Les médicaments contrefaits, tout médicament qui ne suit pas le circuit normal réglementaire fait l'objet de la pharmacovigilance. L'inefficacité, donc on voit qu'on n'est pas dans les effets indésirables nocifs, mais aussi si le médicament ne fonctionne plus bien, comme d'habitude ou l'effet thérapeutique recherché n'est pas retrouvé, forcément, ça fait partie de la pharmacovigilance. L'abus et le mésusage des médicaments, l'utilisation intentionnelle, mauvaise utilisation intentionnelle de médicaments, elle fait partie de la pharmacovigilance. Et aussi les interactions médicamenteuses. Pourquoi? Parce que dans les essais cliniques, on est tellement limité, c'est qu'on ne peut pas balayer toutes les interactions médicamenteuses. Mais dans la vraie vie, le médicament, s'il est pris avec un autre médicament, donc s'il y a une modification de l'effet pharmacologique du médicament suite à l'utilisation d'un autre médicament, donc fera l'objet de la pharmacovigilance. Alors, la pharmacovigilance en Algérie, il faut savoir que dernièrement, le visage de la pharmacovigilance en Algérie a un petit peu changé. Il y a eu une restructuration de la pharmacovigilance. Il y a eu un arrêté interministériel qui est sorti au mois de septembre, qui donne le fonctionnement, qui explique l'organisation et le fonctionnement du système national de pharmacovigilance et de matériovigilance. En fait, avant, il n'y avait que le Centre national de pharmacovigilance. Aujourd'hui, 2 entités prennent en charge la pharmacovigilance. Le Centre national de pharmacovigilance et matériovigilance sous la tutelle du ministère de la Santé, mais aussi l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, l'AMPP, sous la tutelle du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Alors, c'est vraiment pour faciliter, pour vraiment résumer les missions, le CNPM est là pour recevoir toutes les déclarations des déclarants, évalue, émet des recommandations, fait des plans pour la sécurité d'emploi des médicaments, etc. Donc, le Centre national de pharmacovigilance reçoit surtout les déclarations des points focaux, on va voir ensuite, et les déclarants. L'AMPP, vraiment, l'AMPP, elle prend en charge la pharmacovigilance avec les titulaires de l'AMM, l'industrie pharmaceutique. Bien sûr, c'est un travail commun. Il y a toujours des interactions entre le Centre national et l'AMPP. Et le Centre national reçoit les déclarations via, donc toujours dans l'arrêté interministériel, vous allez trouver cette fameuse notion de points focaux. Donc, le ministère a instruit les centres hospitaliers, toutes les structures sanitaires, qu'elles soient privées ou publiques, de désigner une personne qui sera chargée de la pharmacovigilance, sera un point de liaison entre le CNPM et la structure sanitaire, vraiment pour faciliter le circuit de la pharmacovigilance. Les déclarants, donc tout le monde peut déclarer. Le grand public, les utilisateurs, le malade, les patients, etc., peuvent déclarer. Et le professionnel de la santé, un point important à savoir, c'est que les professionnels de la santé doivent déclarer obligatoirement face à donc je vous ai montré les différents spectres d'action de la pharmacovigilance. Et les titulaires d'AMM, donc, vont être en contact avec l'AMPP et le CNPM. Alors, je vous parle aussi, donc, ce qu'il y a aussi de nouveau en pharmacovigilance en Algérie, c'est le guide
algérien des bonnes pratiques de pharmacovigilance qui a été émis en mois de septembre. En fait, il y avait le CNPM avait déjà un guide de pharmacovigilance, mais c'est une mise à jour et c'est un guide commun entre le CNPM et la MPP. D'ailleurs, je vous invite à le lire et n'hésitez pas à nous émettre toutes vos suggestions, vos remarques via notre boîte email cnpm@cnpm.org.dz. Donc, je termine rapidement par nos différents canaux. Donc, comment arriver au CNPM? Donc, vous pouvez déclarer via le site internet du CNPM. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site, le cnpm.org. Donc, vous avez plusieurs rubriques. Vous devez vous inscrire en tant que professionnel pour pouvoir voir certaines rubriques. Vous allez trouver des articles scientifiques, vous allez trouver la veille pharmaceutique, ce qu'il y a de nouveau en réglementation, etc. Et vous pouvez directement déclarer via les fiches que vous allez retrouver sur le site. Aussi, je vous invite aussi à nous suivre et nous contacter directement via les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et nous avons une page LinkedIn. Et je termine rapidement aussi. Nous avons, l'OMS, nous avons une semaine pour l'OMS a défini cette semaine pour sensibiliser à la pharmacovigilance. Donc, n'hésitez pas, suivez-nous sur nos pages Facebook et vous allez voir les différentes publications et rejoignez le mouvement Med Safety Week. Je vous remercie. Maintenant, je donne la parole à Dr Benarab. Donc, si vous permettez, on va juste on va terminer les présentations et on laisse les questions à la fin avec questions-réponses. Bonjour à tous. Vous arrivez à voir les slides? Je sais si ça arrive à voir? Oui, ça arrive à voir. Alors, de ma part, je vais aborder la vigilance relative aux médicaments. Donc, je vais parler principalement de la déclaration en pharmacovigilance. Je constate qu'il y a des parties communes entre ma présentation et celle du docteur Bendaoud, donc je vais passer sur ces parties-là communes. Alors, la définition de la pharmacovigilance de l'OMS a déjà été abordée. Alors, les objectifs spécifiques de la pharmacovigilance est d'identifier les nouveaux risques ou tout changement dans les risques qu'on connaît déjà sur le médicament et de s'assurer continuellement que la balance bénéfice-risque demeure favorable. Alors, il faut savoir que l'outil fondamental de la pharmacovigilance ou la pierre angulaire de ce processus est la déclaration ou bien la notification. Alors, on va définir la déclaration. Donc, la déclaration d'un effet indésirable est la transmission d'informations sur des effets indésirables suspectés d'être liés à un médicament ou un produit de santé au système de pharmacovigilance. Alors, il faut savoir que cette déclaration peut être spontanée, donc elle va émaner directement d'un professionnel de la santé ou autre, ou bien elle peut être sollicitée par les autorités sanitaires, comme le CN par exemple, dans le cadre d'enquête de pharmacovigilance par rapport à un produit particulier qui est suspecté de poser un problème de sécurité. Elle peut être également sollicitée par les titulaires d'AMM, et je parle donc de l'industrie pharmaceutique. Elle peut être aussi sollicitée par les promoteurs et les titulaires d'AMM dans le cadre des essais cliniques. Alors, il faut savoir que la déclaration des effets indésirables est un acte obligatoire au vu de la législation algérienne. Ceci est inscrit dans la loi 1811, dans le chapitre 2 des conditions d'exercice des professionnels de santé, où il est clairement indiqué
dans l'article 177 que le professionnel de santé, praticien médical, est tenu, outre de ses obligations, à déclarer aux autorités sanitaires les effets indésirables secondaires à l'administration des médicaments. Donc, il faut savoir et garder en tête que c'est un acte obligatoire au vu de la loi. Les industries pharmaceutiques sont également tenues de déclarer également les effets indésirables, ce qui est inscrit dans l'article 222 de la même loi. Et aussi, la pharmacie hospitalière est tenue de surveiller la sécurité d'utilisation des médicaments, et ceci est indiqué dans l'article 248. Alors finalement, que faut-il déclarer? Il faut déclarer les effets indésirables médicamenteux. Alors, qu'est-ce qu'un effet indésirable médicamenteux? C'est toute réaction nocive qui survient dans ou bien en dehors des conditions de l'AMM. Donc, c'est-à-dire que l'effet indésirable survient suite à une utilisation qui concorde avec les conditions de l'AMM ou pas. Il faut savoir que cette définition a été élargie à d'autres situations. Donc, on parle donc des erreurs médicamenteuses, du mésusage, des défauts de qualité, des échecs thérapeutiques, des interactions médicamenteuses et toute utilisation au cours de la grossesse et allaitement. Donc, il faut déclarer tous les événements qui surviennent suite à ça. Alors, il faut déclarer et les effets indésirables attendus et les effets indésirables inattendus. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, un effet indésirable attendu est un effet indésirable qui est décrit dans les documents réglementaire du médicament, à savoir le RCP, le résumé des caractéristiques du produit. Donc, quel est le but de déclarer un effet attendu, c'est-à-dire on s'attend à l'avoir chez le patient avec ce médicament. Le but est de surveiller que sa fréquence concorde toujours avec ce qui est indiqué dans les documents réglementaires, et sa gravité, son intensité également, et sa nature, au sens large, concorde toujours avec les conditions de l'AMM. Il faut déclarer également les effets indésirables inattendus. Donc, ce sont ceux dont la nature, la fréquence et la gravité ne sont pas décrites dans les documents réglementaires du médicament, à savoir le RCP. Il faut déclarer et les effets indésirables graves et les effets indésirables non graves. Alors, quelles sont les sources de déclaration pour le CNPM? Donc, on reçoit des déclarations de la part des professionnels de santé, de la part de l'industrie pharmaceutique, de la part des autorités réglementaires. Des fois, les professionnels de santé déclarent directement au ministère chargé de la santé ou bien à la PCH. Donc, ces institutions-là réglementaires nous transmettent ces déclarations-là. Donc, nos sources également, donc, il y a aussi la littérature, les congrès scientifiques. On reçoit également des déclarations du grand public et des médias aussi. Qui doit déclarer? Donc, on retombe sur la même chose. Donc, tout professionnel de la santé est tenu de déclarer les effets indésirables médicamenteux. Vous avez les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, etc., les autorités sanitaires nationales, l'industrie pharmaceutique, que ce soit dans le cadre d'un essai clinique ou dans le cas de la surveillance en post-commercialisation du médicament. Et le patient peut également déclarer. Quand il faut déclarer sur le plan temporel les effets indésirables, alors il faut savoir qu'il faut déclarer immédiatement tout effet indésirable grave et tout effet indésirable inattendu. On a vu ce que c'est qu'un effet indésirable inattendu. Alors, un effet indésirable grave est celui qui va entraîner le décès, qui met en danger la vie du patient, qui entraîne une hospitalisation ou prolonge une hospitalisation, qui entraîne un handicap important ou durable, toute anomalie ou malformation congénitale et finalement tout événement médical considéré comme important de la part du médecin. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de délai pour les autres types d'effets indésirables, c'est-à-dire les effets non graves et les effets attendus. Donc, il n'y a pas un délai réglementaire dans ce sens-là, mais il faut savoir qu'il faut les déclarer aussi rapidement que possible afin de préserver la qualité des informations transmises. Comment déclarer au CNPM les événements désirables liés à l'utilisation d'un médicament? Donc, c'est via la fiche de déclaration de pharmacovigilance. C'est la fiche jaune. Donc, vous l'avez là devant vous. Il faut savoir
que vous pouvez renseigner cette fiche jaune-là, soit directement sur le site du CNPM, www.cnpm.org.dz, ou bien vous pouvez la télécharger à partir du site, l'imprimer, la renseigner manuellement, de telle sorte à l'avoir à tout moment à votre disposition, donc la renseigner manuellement, puis la transmettre au CNPM, soit par mail, qui s'affiche là devant vous, donc c'est le cnpm@cnpm.org.dz, ou bien via le fax du CNPM, dont le numéro s'affiche devant vous. Je vous laisse le temps de prendre le numéro de fax. Alors, il faut savoir que pour valider une déclaration, pour valider une fiche de déclaration, 4 éléments essentiels et doivent y figurer. Le premier élément, c'est la source de la notification. Le notificateur ou le déclarant doit s'identifier. Le patient doit être identifié aussi, le nom du produit incriminé et enfin la nature de l'effet indésirable manifesté. Donc ces 4 éléments sont essentiels à la validation d'une déclaration. Autrement, la déclaration ne peut être traitée par le CNPM. Nous allons voir le flux de traitement des déclarations. Donc, une fois qu'on reçoit la déclaration de votre part, il faut savoir qu'elle va être enregistrée et elle va subir un tri où les cas graves vont être priorisés. Les cas non graves vont subir une gestion, une analyse régulière. On pourra procéder à une investigation ou une demande de complément d'information si la déclaration s'avère incomplète. On passe ensuite à l'analyse de la causalité, c'est-à-dire essayer d'évaluer ou de rechercher un lien causal entre l'administration du médicament et la manifestation indésirable. On peut faire appel à des comités d'experts pour aider à la prise de décision. Une fois cette décision est prise, le CNPM peut communiquer des actions correctives et préventives dans ce sens et suivra par la suite l'application de ces mesures-là. Alors, les actions qui peuvent être recommandées par le CNPM, on peut recommander une mise en quarantaine d'un lot, un retrait de l'eau. On peut recommander des mesures de minimisation de risque, etc. Alors, je parlais à l'instant de l'analyse de la causalité, donc la recherche du lien causal entre l'administration du médicament et l'événement indésirable. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin de plusieurs informations qui vont figurer dans votre fiche de déclaration. Donc, d'où l'intérêt de renseigner correctement et d'une manière complète et cohérente la fiche de déclaration. Donc, pour faire l'analyse de la causalité, nous allons avoir besoin d'informations relatives à la chronologie des faits. Alors, en premier lieu, le délai d'apparition de la réaction indésirable par rapport à la prise médicamenteuse. Donc, il est très important de mentionner ce délai. Nous aurons aussi besoin de l'évolution du patient à l'arrêt de ce médicament, de savoir si l'effet indésirable réapparaît suite à la réadministration du médicament ou si le médicament a déjà été pris antérieurement. Est-ce que le patient a déjà manifesté des événements indésirables de même nature suite à une administration antérieure? Nous allons aussi analyser les autres causes possibles médicamenteuses et pathologiques chez ce patient-là, d'où l'intérêt de mentionner les médicaments concomitants et toutes les pathologies concomitantes. Ensuite, nous allons faire une recherche bibliographique, donc indépendamment des informations que constitue votre fiche de déclaration, à savoir le mécanisme pharmacologique de l'effet, physiopathologique, est-ce que l'effet indésirable est documenté dans la littérature, est-ce qu'il est décrit dans le RCP, etc. Suite à l'analyse, à cette analyse de causalité, nous allons établir le degré de ce lien causal. Donc, nous avons, si on suit la méthode UMC-OMS, donc c'est la méthode d'analyse, c'est l'algorithme relatif à l'analyse de la causalité utilisé par le CNPM. Donc, une fois l'analyse de causalité faite, nous allons statuer sur le degré du lien causal et nous avons 6 degrés de causalité. Nous avons le degré certain, probable, possible, improbable, conditionnel d'un complément d'information ou bien le cas peut
être non évaluable, si jamais la fiche de déclaration n'est pas assez renseignée pour pouvoir statuer sur ce lien. Voilà, d'où l'intérêt de la renseigner correctement. Donc, je reprends avec la fiche de déclaration. Elle est là devant vous. Je vais essayer de l'éclater en plusieurs rubriques, comme ça, pour avoir une meilleure visualisation. Donc, nous allons voir comment renseigner d'une manière cohérente cette fiche. Donc, pour commencer, vous devez indiquer la date de la déclaration. Ensuite, renseigner la partie relative au patient, donc toutes ces informations en termes de nom. Donc, vous voyez bien que le champ réservé au nom ne comprend que 3 lettres. Donc, vous ne devez renseigner que les 3 lettres initiales de son nom de manière à préserver sa confidentialité. Donc, préserver la confidentialité de votre patient. Donc, le nom, le prénom, l'âge, le sexe, la taille, le poids. Ensuite, décrire toutes les caractéristiques de la réaction indésirable en termes de nature, de localisation, de gravité, etc. Ensuite, la date d'apparition de cette réaction indésirable, je l'ai dit tout à l'heure, le délai d'apparition de la réaction indésirable est très important dans l'analyse de la causalité. Il nous permet de juger de sa compatibilité avec les données qu'on connaît de ce médicament, donc avec les données pharmacocinétiques, pharmacodynamiques ou bien pharmaceutiques. Donc, nous allons confronter ce délai-là d'apparition de l'événement indésirable chez ce patient avec les données de la littérature connue pour ce médicament. Ensuite, renseigner la durée de l'effet indésirable. Donc, c'est une information qui va nous renseigner en partie sur l'évolution de cette réaction. Est-ce que la réaction a duré longuement? Est-ce qu'elle a disparu? Donc, ça donne une idée aussi sur l'intensité de sa réaction. Donc, une réaction qui ne disparaît pas, etc. Ensuite, vous avez le champ réservé au renseignement des médicaments incriminés. Vous voyez que vous avez plusieurs lignes de champ, donc ça vous permet de renseigner plusieurs médicaments incriminés. Il faut savoir que vous devez commencer par celui que vous suspectez d'être le plus à l'origine de l'événement indésirable, donc de celui que vous suspectez le plus vers celui que vous suspectez le moins. Donc, vous devez l'indiquer en DCI, en nom de marque, et ajouter aussi le laboratoire. Ajouter aussi le numéro de lot, donc c'est une information qui est capitale et fondamentale en pharmacovigilance, de telle sorte, si jamais on prend, après investigation et on prend une décision réglementaire par rapport à ce produit-là, donc ça, on verra si la décision réglementaire va s'appliquer à un numéro de lot particulier ou bien à un produit dans sa globalité. Renseigner ensuite la voie d'administration et la posologie, donc ça nous permet de voir si finalement l'effet indésirable apparaît malgré une des modalités d'utilisation bien conduite. Renseigner ensuite la date de début de crise de ce médicament. Je reviens sur le délai d'apparition de l'événement indésirable, donc la date d'administration. La date de début d'administration va nous permettre de calculer ce délai-là d'apparition. Donc, confronter la date de début d'administration avec la date d'apparition de la réaction indésirable. Donc, ça va nous donner le délai d'apparition de la réaction indésirable. Notez ensuite la date de fin d'administration. Cette information est importante dans le sens de vérifier après si l'évolution du patient a été favorable ou défavorable malgré l'arrêt ou pas de ce médicament. Enfin, renseigner l'indication, donc la raison d'emploi de ce médicament, donc ça nous permet de vérifier si finalement la réaction indésirable n'est tout autre qu'une complication de la maladie pour laquelle le médicament a été indiqué. Ensuite, vous avez le champ réservé au traitement de la réaction indésirable. Donc, vous avez de la place pour en faire un descriptif. Donc, renseigner le traitement désirable, surtout s'il est spécifique, nous donne une idée sur le mécanisme de la réaction indésirable. Donc, quand on connaît un traitement spécifique de la réaction, on peut avoir une idée sur le mécanisme pharmacodynamique de sa survenue. Notez ensuite son évolution, si l'effet disparaît, s'il est toujours en cours, s'il conduit au décès. Et dans ce cas-là, notez la date de décès. Il faut savoir que l'évolution doit toujours être renseignée par rapport
à l'arrêt ou à la poursuite du médicament incriminé. Notez ensuite si le patient présente des séquelles ou pas. Notez le type de séquelles. Ensuite, renseigner tous les antécédents et les facteurs de risque du malade, donc ses antécédents médicaux, chirurgicaux, ses expositions antérieures, etc. Ensuite, identifiez-vous en tant que rapporteur. Vous devez mettre votre nom, votre prénom et vos coordonnées, votre établissement d'exercice. Comme ça, si jamais des informations complémentaires sont nécessaires afin d'établir le lien de causalité, nous allons tout justement vous contacter via les coordonnées mentionnées. Alors, d'autres notions sont également importantes à renseigner. Tout dépend de la classe du médicament et de l'effet indésirable. Par exemple, le délai d'apparition doit être mentionné en heures et en minutes pour les réactions d'hypersensibilité, par exemple, pour voir si c'est une réaction immédiate ou si c'est une réaction retardée. Surtout si ce sont des réactions liées à la perfusion. Donc, toutes les réactions qui surviennent dans les 24 heures suivant l'administration du médicament doivent être renseignées en heures et en minutes. Notez les expositions antérieures, donc surtout en cas de chimiothérapie. Donc, notez le numéro de la cure, le délai intercure, notez les antécédents de réactions similaires, donc lors des précédentes expositions. Notez les conditions en termes de dose, de voie d'administration et de contexte clinique relatives à l'exposition antérieure dans le but de rechercher une reproductibilité positive de cet effet indésirable. Voilà. Donc, nous voyons bien qu'une fiche de déclaration complète et cohérente aide à une analyse de causalité bien précise. Elle permet voilà, de prendre une décision fiable par rapport à un numéro de lot ou à un produit particulier. Et je vous remercie pour votre attention. C'est très bien. On passe maintenant à la présentation sur la matériovigilance présentée par Dr Haydouche Kenza, qui travaille ici dans le service de matériovigilance.